donc la table ronde à chacun son rythme, une table ronde sur les enjeux et les défis de l'intersectorialité. Comment ça fonctionne? Il y a donc 5 intervenants. Je vais leur donner la parole un à la suite de l'autre pour qu'ils résument pour qu'ils se présentent et qu'ils résument de façon succincte en à peu près 5 minutes leur projet et en particulier leur rapport à l'intersectorialité, certains des défis qu'ils ont rencontrés. Et ensuite, l'animation va passer du côté de Julie Carrier et André Gaudreau qui auront des questions et aussi, parallèlement, des questions vont être ouvertes à vous, le public. Mais voilà, on commence par un petit tour de table, même s'il n'y a pas de table. Hein, vous pouvez imaginer qu'il y a une table au milieu et nous avons une table ronde. Sur ce, le premier à parler, contrairement à ce qui est indiqué, serait Santiago Hidalgo, que vous connaissez évidemment, qui est le directeur du laboratoire Cinémédia et qui est professeur associé au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. À toi, Santiago, pour ouvrir le bal. Alors, merci Thomas. Je partage avec Thomas le sentiment qu'aujourd'hui a été un grand succès. J'ai connu plein de monde que j'aurais pas connu autrement. Et pour moi, c'était vraiment révélateur. Puis, ça me donne une certaine optimiste, étant donné que quelqu'un dans le monde académique, de pouvoir connaître des personnes de tous les autres champs et voir qu'il y a des points en commun qui se développent en réalité assez facilement. On a l'impression dans ce type de recherche que ce qui nous sépare est beaucoup plus grand de ce qui est la réalité. En fait, juste avec des petites conversations, on trouve rapidement les liens qui servent à développer des projets, des initiatives ensemble. Alors, c'est très encourageant pour moi personnellement et j'espère que pour le reste des personnes qui sont ici en place. Je me vois un peu comme un cobaye dans la mesure où je me suis embarqué dans ce parcours intersectoriel sans nécessairement me rendre compte que je me lançais dans une telle démarche. Mais je voulais quand même partager par quelle voie je suis arrivé à être assis aujourd'hui ici. C'était quand même un chemin de ce que je considère organique. Ce n'était pas intentionnel. Et on peut parler peut-être après avec les autres membres de table ronde sur les différentes formes d'arriver à faire de la recherche intersectorielle. D'abord, mes recherches portent sur l'expérience cinématographique, ce qui est un sujet assez complexe et variable, en plus de comporter plusieurs aspects cognitifs, contextuels, l'environnement de visionnement, historiques et subjectifs, qui doivent être étudiés à partir des textes écrits qui nous donnent une indication de ce qui se passe à un niveau expérientiel. Moi, je suis formé plutôt dans le côté de l'histoire. Alors, au lieu de parler, c'est-à-dire c'est quelque chose qui devient de nouveau pour moi, au lieu de parler avec des spectateurs d'aujourd'hui, puis essayer de comprendre leur expérience, la plupart de mes recherches portent sur l'étude des documents qui révèlent cette expérience et qui doivent être reconstruits à partir des discours qui souvent sont très indirects, qui ne nous révèlent pas directement ce que quelqu'un a pu avoir comme expérience, mettons en 1905, 1910, etc., pendant une période où il n'y avait pas beaucoup d'écriture là-dessus. Mais bref, mes premières recherches sur la question portaient sur les premières expériences de cinéma. Je vous montre tout simplement une image qui montre cette foule ou cette public de cette époque. Et alors, mes intérêts portaient sur comprendre comment eux autres voyaient cette expérience, comment eux autres ont vécu le changement d'un paradigme à l'autre, du moment où il n'y avait pas de cinéma à un moment où il y avait des grandes séances publiques comme celui-ci. Euh, alors, lors de ces recherches, je remarquais qu'il y a une file que nous pourrons définir de la façon suivante. Quand le cinéma est devenu un phénomène public, certains commentateurs ont remarqué que les films avaient une similitude avec notre pensée, les enchaînements des images, les juxtapositions,
la capacité de passer d'une temporalité à une autre, l'aspect rêve, etc. Et tous ces éléments avaient une telle ressemblance avec notre flux de conscience et la façon dont ce flux se développe, qu'avec le temps, le cinéma est devenu une métaphore ou une figure pour illustrer le fonctionnement de notre conscience. Pas pour faire un blog de mon livre, mais la couverture du livre, d'un livre que j'avais publié, édité récemment, c'est d'une médecin des années 20 qui faisait des illustrations de notre physiologie et faisait des illustrations de notre fonctionnement d'esprit et conscience, et où il se penchait justement sur le cinéma pour pouvoir expliquer ce fonctionnement interne. Comme on voit dans la figure à droite, il y a le cinéma qui transmet une image à l'intérieur, etc. Lui, il avait conçu un enchaînement à partir de cette figure. L'utilisation des notions cinématographiques dans le domaine de la science cognitive et de la psychologie persiste jusqu'à nos jours. Donc, c'est un fil qui a commencé dès le début et qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Prenons l'exemple de la thérapie qu'on dénomme EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy. Nous trouvons plusieurs exemples de l'utilisation de notions cinématographiques pour expliquer soit un aspect de notre esprit, soit un aspect de la méthode thérapeutique. Entre autres, la thérapie consiste à imaginer nos souvenirs comme s'il était une vidéocassette qu'on rejoue entre le temps présent et la confrontation réussie d'une situation provoquant le stress, ou bien l'utilisation du flashback ou du flash forward pour pouvoir traiter le problème. En fait, les patients sont invités à faire pause de temps en temps sur une séquence d'images qui est particulièrement stressant afin de le retravailler. Et ce qui se pose comme question, et c'est ça la partie intéressante à développer et que je n'ai pas personnellement commencé à développer encore, et qu'est-ce qui vient avant l'esprit qui est cinématographique, qui alors euh, suscite ce type de description qui provient d'un langage cinématographique, ou bien est-ce que ce sont ces notions qui font partie de notre discours public qu'on, par la suite, on utilise pour définir comment on pense. Alors, je n'ai pas encore développé ce projet, mais je voulais juste vous donner un exemple du type de questionnement que moi je mène à partir de notre laboratoire. Et au cours de ces recherches, je suis tombé sur d'autres recherches qui portent sur l'impact d'un certain type de contenu dit haute vitesse sur les enfants, c'est-à-dire des éléments audiovisuels de haute vitesse, comme j'ai parlé ce matin lors de la présentation qui démarrait la journée. Et j'ai remarqué que c'était un champ fertile pour pouvoir combiner des compétences de différents champs de recherche. Dans une étude particulière, par exemple, j'ai remarqué que la définition de haute vitesse audiovisuelle était très limitée au nombre de plans par minute, et que les auteurs ne citaient pas notre champ d'expertise. Quand je dis notre, c'est-à-dire le champ des études cinématographiques. Alors, j'ai vu l'opportunité de développer un projet qui pouvait répondre à cette lacune. Ce qui nous amène au présent virage vers la recherche intersectorielle dans notre laboratoire, euh, sous la forme d'un projet évolutif portant sur l'impact du contenu audiovisuel de haute vitesse sur les enfants. Donc, j'ai parlé ce matin de le partenariat qu'on a développé avec le laboratoire NED, qui a comme but justement d'utiliser les compétences les deux champs d'expertise pour résoudre le problème de comment définir un contenu audiovisuel de haute vitesse et comment évaluer son impact sur un public prédéterminé qui, dans ce cas ici, c'est les enfants. Voilà. Ça, c'est un type de recherche intersectorielle qu'on mène à notre laboratoire. Merci.
grand merci, Santiago. Je pense que ta voix devient de plus en plus grave plus la journée avance. Je t'encourage. OK. Donc, je te félicite pour ça. Bravo pour ta persévérance. Et je suis désolé parce que je crois que c'est moi qui t'ai donné le rhume en plus. Enfin, c'est une autre histoire. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Simone Dalla Bella, qui est co-directeur du BRAMS, le Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son. Et il est également professeur titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal. Merci Thomas. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Alors, je tiens à vous remercier beaucoup de cette journée. Malheureusement, je n'ai pas pu être parmi vous pendant la première partie de la journée, mais par contre, mes étudiants étaient ici aujourd'hui, les étudiants du BRAMS et d'autres membres du BRAMS que j'ai pu voir. Donc, je pense que notre laboratoire était bien représenté ici aujourd'hui. Je vais vous dire en quelques minutes quelque chose par rapport à la recherche transsectorielle dans le cas spécifique sur le rythme qu'on mène au sein du laboratoire BRAMS. Et ensuite, je vais en quelques snapshots vous donner quelques exemples du type de recherche on mène dans mon laboratoire en particulier. Alors, généralement, sachez que la thématique du rythme pénètre beaucoup d'intérêts de recherche auprès de différents chercheurs au BRAMS. On s'y intéresse beaucoup. C'est quelque chose sur lequel on conduit beaucoup de recherches fondamentales. J'en ai cité quelques exemples ici, mais peut-être que la liste serait encore plus longue. Donc, on s'intéresse aux différences individuelles par rapport aux capacités rythmiques. Est-ce que tout le monde dans la population générale est semblable en termes de capacité rythmique, dans la perception du rythme, dans notre capacité de bouger avec un rythme externe? La danse en est un exemple très transsectoriel d'ailleurs. On s'intéresse aux troubles du rythme, c'est ce qu'on appelle la surdité au rythme. On s'intéresse aux déficits du rythme dans des populations particulières qui maintenant sont connues comme étant ayant des déficits du rythme. On parle des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, je vais vous donner un exemple tout de suite, mais aussi on parle des maladies neurodéveloppementales. Donc, chez l'enfant, avec dyslexie, avec TDAH, on retrouve des troubles dans la dimension rythmique. Et on peut essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents qui causent ou qui sont associés à ce type de troubles. On s'intéresse aussi beaucoup par rapport au rythme aux effets de l'entraînement musical. L'entraînement musical n'est pas que rythmique, mais est aussi rythmique. Et donc, quels effets ce type d'entraînement peut avoir sur la plasticité cérébrale et comment on peut influencer d'autres processus qui n'ont pas nécessairement à voir a priori beaucoup avec la musique. Alors, pourquoi je vous parle de ces éléments? C'est parce qu'effectivement, ces différentes lignes de recherche représentées dans plusieurs membres du BRAMS, j'en suis qu'un ici aujourd'hui, est en lien avec d'autres secteurs très forts. Le lien avec le domaine de la santé et de la rééducation, je vais vous en montrer un exemple tout de suite, est très, très clair et évident. Le lien avec l'ingénierie et les nouvelles technologies est de plus en plus évident. C'est un lien forcément qui va aussi se développer dans les années à venir. Et le lien aussi avec l'industrie et avec les startups innovantes. Je n'ai pas mentionné ici le lien forcément avec la musique, le lien avec le domaine artistique qui est aussi fortement important pour nous. Alors, pour ne pas prendre plus que 5 minutes, je vais vous donner un exemple très concret d'une application transsectorielle qu'on fait dans mon laboratoire, notamment pour utiliser le rythme et la musique comme outil de rééducation. Alors, il est très connu depuis 1940, en fait, que donner une stimulation rythmique à un patient qui a des troubles de la marche, ici on prend le cas prototypique du patient avec maladie de Parkinson, peut améliorer les caractéristiques de la marche. Donc, je vous en donne un exemple ici. Alors, si vous pouvez lancer les deux vidéos mais exactement en même temps, c'est le même patient à gauche qui ne reçoit pas des stimulations musicales, et celui à droite, c'est exactement le même patient, dans les mêmes conditions, mais qui a une stimulation musicale. Alors, vous pouvez voir, c'est un patient parkinsonien, donc la marche est particulièrement lente, le balancement des bras est particulièrement ralenti dans ces cas. Par contre, dans ces cas-là, vous voyez que le patient a déjà fait presque un tour davantage, et la marche est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus spontanée. Alors, c'est un phénomène qui est connu, qu'on étudie de plus en plus. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que tout d'abord, ça nous permet de faire un lien entre les connaissances qu'on a par rapport aux régions neuronales
et au processus cognitif sous-jacent, le rythme et la rééducation, mais aussi parce qu'on peut implémenter des formes de thérapie innovantes, des formes de rééducation par les nouvelles technologies qui exploitent ces connaissances en particulier. Donc, par exemple, on peut, et on l'a déjà fait, développer une application qui est dédiée avec une rééducation qui est individualisée. Donc, il existe une application qui s'appuie sur une connaissance fondamentale qu'on a développée au sein de nos laboratoires. Alors, je ne vais pas rentrer dans les équations, c'est peu important dans ces contextes, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, avec un système de senseurs localisés dans différentes parties du corps, pas très invasif, et une application, on peut faire une stimulation optimisée, rythmique pour les patients. Qu'est-ce que ça veut dire une stimulation optimisée? Ça veut dire que c'est une stimulation, par exemple, qui prend en considération le déficit moteur du patient et présente le rythme de la musique calé à celui du patient, et en essayant aussi de faire améliorer les patients. Je vais vous en dire plus, évidemment, s'il y a des questions tout à l'heure. En tout cas, c'est une stimulation qui est adaptée aux patients en particulier et à ses préférences. Alors, je vais vous donner un exemple concret de quoi ça a l'air. Alors ici, c'est une petite clip vidéo qui avait été faite pour avec un patient parkinsonien, une patiente parkinsonienne. Atteinte de la maladie de Parkinson, c'est la musique qui lui donne le tempo. Voilà, là la musique commence. Je suis le rythme de la musique normalement. Elle influence mon rythme. C'est vraiment le rythme de la musique qui fait que je marche plus ou moins vite. Ça me redresse, c'est ça qui est surtout très important parce que malgré le Parkinson, c'est qu'on a tendance à être comme ça, à faire des petits pas. Sur ses chevilles, des capteurs de mouvement qui transmettent les informations sur sa cadence. La musique s'adapte ainsi à s'y fouler et l'entraîne à trouver un rythme plus constant. C'est ça qui est incroyable, c'est que je marchais pas avant. Hein. Je marchais pas du tout avant. Je faisais rien même. Allô. Voilà, je pense qu'on peut arrêter ici. C'était juste pour vous montrer effectivement un exemple très concret d'une application des connaissances en recherche fondamentale au domaine de la santé, une santé très exportée, je dirais, des milieux habituels des santé, et aussi appuyée par les nouvelles technologies, donc dans une synergie intéressante entre différents secteurs. Et je vais m'arrêter là. Un très grand merci à vous, Simonet, pour cette autre présentation passionnante. On a hâte d'en savoir plus et ce ne sera pas bien long. Je donne la parole tout de même, évidemment, à notre autre panéliste. Donc, d'abord à M. Bruno Polubert, directeur du CPU, Centre de pédagogie universitaire et professeur agrégé au département de psychopédagogie et d'andragogie de l'UDM. Alors, merci tout d'abord, Mme Carrier, de m'avoir invité. Merci à vous deux pour la présentation. Je me demande s'il n'y a pas une réorientation de choix de carrière. Je trouve que vos domaines sont fascinants. Je me sens un peu, quand j'ai été invité, je me suis un peu senti comme, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Je ne vous parlerai pas de recherche. En réalité, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à dire sur l'intersectorialité et qu'est-ce que j'ai à dire sur le rythme? Je suis expert ni de l'un ni de l'autre, mais en fait, ce que je vais amener à cette table ronde, c'est la perspective de l'enseignement, parce que l'intersectorialité, ce n'est pas que dans une perspective de recherche, c'est aussi, ça peut être dans une perspective d'enseignement aussi. Et évidemment, c'est là qu'on joue le rôle, mais j'ai décidé de commencer par vous raconter une petite histoire personnelle en sortant de l'école secondaire. Je suis allé, j'allais dire évidemment en sciences de la santé parce que c'était ce qui ouvrait le plus de portes. Après 2 ans, petit voyage volontariat en Malaisie, je reviens chez mes parents et je dis, je pense que je vais finir en musique. Alors, ma mère et mon père, Léo crient. J'ai quand même fini en musique tout en finissant en sciences pures aussi. Alors, donc voilà, première approche du rythme. Évidemment, en musique, je n'ai pas tellement de dessins à vous faire sur comment le rythme peut être exploité. Ensuite, petite pause, temps d'arrêt, je retourne à l'université en physique.
En physique, comme étudiant libre. Alors, en physique, je dirais que les rythmes prenaient une autre dimension, la cosmologie. En fait, j'ai pris comme étudiant libre un cours de physique stellaire et galactique et de relativité restreinte. Le directeur du département de physique me regardait comme un électron libre et il n'avait jamais vu ça, mais il m'autorisait à le faire. Et finalement, je me suis demandé un peu quel est le lien entre les deux. Alors, j'ai pensé à la musique des sphères et puis il y a toutes sortes de choses. Ensuite, j'ai continué mon cheminement pour passer par la psychologie avant d'arriver à l'éducation. Et là, dans le fond, les présentations que j'ai vues, j'ai fait mon mémoire de maîtrise éventuellement. En fait, j'avais fait un travail de lecture dirigée sur l'expérience paroxystique. En fait, c'est une espèce d'état de transe et on avait découvert dans certains écrits qui semblaient être induits par certains rythmes très rapides, très particuliers. Donc, voilà un autre lien. Et finalement, en éducation, on est toujours dans des rythmes quelconques. Le rythme des trimestres, le rythme d'une leçon, les rythmes circadiens, les rythmes de sommeil qu'on a démontrés qui sont très en lien avec l'apprentissage. Donc, voilà pour l'introduction personnelle. Alors, écoutez, premièrement, nous, au CPU, nous accompagnons des projets intersectoriels dans leur déploiement. Je vous dirais qu'il y a eu un appel à projet et notre rôle, bon, je me suis intéressé, on a une conseillère pédagogique, Mirella Tamur, qui travaille dans ces projets. Je me suis intéressé à l'émergence de ces projets-là. Je dirais que dans ce qu'on a vu, les projets et les collaborations étaient déjà pas mal existants, étaient portés parfois par déjà une collaboration, parfois un peu plus par une personne en particulier. Et notre rôle à nous, ça a été ou c'est vraiment plus d'appuyer la concrétisation de ces projets-là dans une forme pédagogique quelconque qui peut être très diverse. En fait, suite aux appels à projets, on accompagne maintenant 4 projets particulièrement innovateurs, plus un autre qui n'est pas issu de là, mais qui s'appelle les Bourses Horizon. Je vous les présente brièvement. Alors, projet Bourse Horizon, c'est un projet qui, suite à la donation d'un généreux donateur dans le domaine de la Faculté des arts et des sciences, en fait, on forme le CPU, nous formons 2 doctorants qui sont boursiers et qui abordent une thématique interdisciplinaire. En fait, ça va être un peu le thème et qui incarne ça dans un cours qu'ils animeront. Je dis qu'ils animeront plutôt qu'ils donneront, qui portera sur les enjeux qui font en sorte qu'on peut limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré. Notre rôle à nous, ça a été de les former pédagogiquement sur différents aspects, comment les amener à aborder ça dans une perspective innovante, parce qu'il s'agit d'amener les étudiants qui vont suivre ces cours-là, envisager les choses dans une perspective interdisciplinaire, mais avec une approche qu'on appelle Inquiry-Based Learning ou d'approche apprentissage par enquête, résolution de problèmes complexes. Donc, on est allé aussi, en fait, les porteurs du projet vont aller visiter des centres innovants en Ontario, à l'Université de Waterloo. Donc, nous sommes impliqués dans l'accompagnement pédagogique et la formation des 2 boursiers de ce projet-là. Nous avons écouté 4 autres projets que je vous présente très brièvement. Je vais en présenter un dans le détail. Il y a un projet sur l'espace de la création autochtone en milieu urbain, qui est une collaboration entre le département d'anthropologie et la faculté d'aménagement. Il y a un autre qui s'appelle Ville, territoire et économie circulaire, donc une école d'été internationale, donc collaboration urbanisme, architecture, sociaux et HEC. Un autre qui est DEPA en soins de vie, diplôme d'études avancées, donc soins infirmiers, anthropologie, études religieuses, bioéthique, médecine de famille. Puis un qui m'a frappé, je ne sais pas pourquoi, je trouvais ça vraiment assez extraordinaire. Projet Opéra, c'est en fait, dans certains cas, dans ce cas-ci, ça a été mené par Anna Sokolovic, qui a gagné un Juno Award très récemment. Et c'est vraiment l'idée d'avoir une série de 3 séminaires. Donc, c'est un projet qui combine en fait, musique, littérature, design et l'École nationale de théâtre. Et en fait, on a des étudiants de ces 3 départements-là, c'est-à-dire de musique, de littérature, de design, qui suivent 3 séminaires. Donc, en littérature, ils vont apprendre à écrire un livret d'opéra. En musique, ils vont apprendre à le mettre en musique. Les gens de l'école de design vont être là pour regarder, participer au processus pour voir comment, dans la production de décors, ils pourront faire ça. Puis dans le dernier séminaire, il y aura production de 8 mini-opéras. Il semblerait que l'Opéra de Montréal lui-même s'intéresse au projet actuellement. Donc, c'est pour vous donner des idées. Je vais faire court pour vous dire quel est notre rôle. Nous, dans le fond, c'est vraiment d'accompagner le projet pédagogique. Donc,
qu'est-ce qu'on fait? On offre un soutien à l'animation des rencontres en présence, à distance, à l'alignement pédagogique, ça veut dire quoi? Comment on définit des objectifs d'apprentissage? En fait, les profs arrivent déjà avec des idées magnifiques, bien formées. On les aide à concrétiser ça dans un projet pédagogique qui va prendre la forme d'un cours crédité ou ça pourrait prendre d'autres formes. Dans ce cas-ci, ça prend la forme d'un cours ou de programme. Et on fait ça soit au niveau macro, au niveau méso. Et là, pour ne pas trop prendre de temps, je vous dirais quels sont les enjeux. Les programmes, des enjeux organisationnels, écoutez, c'est compliqué. Je suis responsable de programme à la Faculté des sciences d'éducation. On vient de faire une modification mineure de programme. Ça m'a pris 4 mois. Puis c'était une petite affaire. Alors imaginez, multiplier dans 2 programmes, 3 programmes, vous avez déjà tout compris. Alors c'est déjà compliqué organisationnellement. Les programmes sont à des degrés différents d'ouverture en ce sens que les blocs à options dans ces projets-là, je dirais le projet, on voit souvent qu'il fait très, très bien dans un des programmes, un peu moins bien dans l'autre. Je dirais le projet Opéra fait très bien dans 2 des programmes. La partie architecture, aménagement, on se demande, en fait, oui, c'est clair que ça va bien fitter, mais dans le programme exactement, ça reste à construire. Donc, je dirais qu'il y a une asymétrie entre les programmes qui n'est pas nécessairement facile. Et voilà, je dirais quels sont les défis. Oui, la reconnaissance formelle, puis je dirais le défi, c'est aussi d'avoir une véritable collaboration, une véritable co-construction. Si on veut en faire davantage, je dirais, qu'est-ce qu'on doit viser? Peut-être d'avoir une structure de programme plus ouverte, plus souple. Donc, ce n'est pas nécessairement facile. On peut avoir un programme très ouvert où c'est facile à placer, un autre programme où on a un tout petit bloc à options où ça devient très difficile. Puis finalement, l'idée de base, bien qu'on ait souvent un porteur principal, dans d'autres cas, on a déjà 2 ou 3 professeurs qui travaillent ensemble. C'est plutôt l'idée de co-construire, développer ensemble, plutôt que de juste avoir un input dans un cours qui va s'incarner dans le programme de l'autre. Alors voilà pour la petite présentation que j'avais à vous faire. Merci, M. Paul Hubert. Je donne maintenant la parole donc, à Mme Bonnie Swan. Il y a eu, donc tout va bien. À Mme Bonnie Swan, qui est professeure titulaire à l'école de réadaptation de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Alors, premièrement, un gros merci pour cette invitation. J'adore la journée. Alors, c'est fantastique d'être parmi vous. Alors, moi, je suis un chercheur en santé, en réadaptation. Je suis physiothérapeute de formation. Et je pensais, pour parler du projet intersectoriel dont je fais partie, tout le monde connaît l'expression « une image vaut 1000 mots ». Alors, j'ai décidé de partager avec vous notre présentation, et je dis « notre » parce qu'on vient de 2 secteurs. Alors, une présentation PowerPoint qui a été donnée, réalisée lors de l'événement en juin 2018, qui était intitulé « La Grande Messe », organisée par Rémi Carillon. C'était tous les lauréats du premier concours du programme Audace. Alors, on était invités pendant cette activité de réseautage, de présenter nos projets. Alors, c'est réalisé avec ma collègue Sylvie Fortin, du département de danse, Faculté des arts à UQAM. Et notre partenaire, c'est le Grand Ballet canadien de Montréal. Alors, je pense que c'est ça. Je vous laisse. Oh, puis une autre affaire, je voulais vous dire. J'assiste à des congrès scientifiques. C'est la première fois que je joue un rôle théâtral, qu'il y a de la musique, il y a du rythme, peut-être pas le bon rythme. Puis dans ces projets-là, il faut être capable de sortir de son zone de confort. So this is the project of Audace that I was speaking to you about a little bit earlier. So you can, and their slides are in English. Alors, je pèse sur quoi maintenant? Oh, c'est bon. D'accord. Merci. Oh, le projet s'appelle « Un pas à la fois, mieux vivre grâce à la danse ». C'est Denise Pérouse du programme Audace. Je suis la mère de Fiona. Toutes les semaines, je la conduis à son cours de danse dans un centre de réadaptation. 2 heures de transport aller-retour pour 1 heure de cours de danse dite adaptée. Ça vaut le coup, vraiment, parce que quand je l'entends se dire qu'elle se sent comme ses amis, elle aussi, elle a un cours de danse. Elle se sent normale, malgré le fait qu'elle a une maladie neurodégénérative qui la prive peu à peu
l'usage de ses extrémités. Ses jambes sont de plus en plus affectées. Mais vous savez, la semaine dernière, la prof de danse leur a fait faire une chorégraphie de claquettes, moitié debout, moitié assise. Puis Fiona était capable. Elle était très fière d'elle. Je suis Marcel, une ex-itinérante, ex-toxicomane qui vit présentement dans une maison d'hébergement supervisé. Puis je fais de la danse toutes les semaines. J'aime beaucoup ça. Ça me fait tellement de bien. Ça me remonte le moral à chaque fois. Mon intervenante sociale est au courant. Puis elle m'encourage beaucoup parce que des fois, je n'ai même pas besoin de prendre ma pilule tellement que ça me remonte le moral. En fait, je suis fière de moi, il faut que je vous le dise, parce que l'engagement, ça n'a jamais été mon fort. Puis là, je n'ai pas manqué un seul cours. La session dernière, on a appris une chorégraphie qui paraît bien fameuse, là, qui s'appelle Joe. Fait que c'est sûr que je vais continuer parce que pour moi, c'est comme, ça me donne un sens. En fait, je suis Sylvie Fortin. Et moi, je suis Bonnie Swain. Et diverses interventions, comme celles auxquelles participent Fiona et Marcel, sont de plus en plus nombreuses, mais elles sont peu décrites et les retombées sont complexes à saisir. Et de plus, dans la littérature, il manque de clarté méthodologique et théorique. En fait, il y a un besoin urgent des interventions de danse basées sur les données probantes. C'est ce que va nous permettre de faire notre projet. En fait, on a 7 projets danse et santé en cours présentement à Montréal. Combien de grandes villes dans le monde, vous pensez, ont autant de projets de recherche danse et santé? Très peu, je peux vous dire. Alors, avec l'aide du projet Audace, le Québec aura tout ce qu'il faut pour devenir le chef de file en recherche en danse et santé. Comme une image vaut 1000 mots, nous vous invitons à découvrir notre projet grâce à une petite vidéo, un projet qu'on a élaboré avec nos 10 collègues ici présents. Vous y verrez comment nous espérons contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de personnes comme Fiona et Marcel, qui, un pas à la fois, se dirigent vers un mieux vivre grâce à la danse. Télésino. Je pense que vous pouvez l'arrêter là. Je ne vais pas prendre plus de temps. Ça vous donne l'idée. Puis ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions tantôt. Un grand merci, Madame Swain. Et last but not least, Isabelle Reynaud, réalisatrice, scénariste et professeure titulaire au département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Donc, merci à Julie Carrier d'avoir pensé à moi. Moi aussi, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, notamment parce que j'ai coulé mes maths en secondaire 5. Et donc, ça, c'est mes lettres de noblesse. Puis après, j'ai fini par faire un doctorat en cinéma. C'était beaucoup plus facile. Donc, par contre, je suis restée avec cette espèce de complexe que je n'étais pas bonne en sciences. Alors, je me sers du cinéma pour faire des films documentaires qui s'intéressent aux neurosciences, questions de santé mentale, enfin des sujets auxquels je n'ai pas accès comme étudiante parce que je ne suis pas assez forte en sciences, mais que comme documentariste, je peux aborder. Donc, il y a quelques années, j'ai obtenu une subvention, mon Dieu, je suis nerveuse, en recherche-création pour faire de la recherche et de la création sur un sujet du cerveau, de la mémoire et de la musique. Donc, j'ai eu le soutien aussi de Laetitia Cremona, je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, merci Laetitia.
Et suite à ça, donc, je suis allée voir un producteur. Ensuite, Radio-Canada s'est intéressé. Et là, aujourd'hui, ce que je vous présente, donc, je viens juste de terminer 2 versions. Une version de 78 minutes, c'est pas ça que je vous montre, inquiétez-vous pas. Une version de 52 minutes, donc, qui va être diffusée sur les ondes de Radio-Canada quelque part en 2019-2020. Et aujourd'hui, étant donné que la thématique, c'est le rythme, puis que dans mon film sur le cerveau et la musique, évidemment, à un moment donné, il y a des gens qui parlent de rythme, j'ai pris donc un tout petit extrait. Donc, ce n'est pas une bande-annonce, c'est vraiment un bout du film. Et je pensais vous montrer 3 minutes 23, mais finalement, avec Julie, on s'est dit que 5 minutes 9, ça serait parfait pour ce petit segment. Et est-ce qu'on peut fermer les lumières, en fait? Et donc, ça, c'est un montage qui n'est pas terminé. Le montage sonore n'est pas fait, la composition de la trame sonore musicale n'est pas faite, la colorisation de l'image n'est pas faite, le mix sonore n'est pas fait. Donc, ce qui est fait, si vous voulez, c'est l'assemblage des images qu'on appelle le premier montage image. Voilà. Donc, soyez indulgents. Merci. Donc, on écoute ça, 5 minutes 9. On va trouver les lumières. Surtout celle-ci, là. Merci. Ah! Puis, il faut que ça soit assez fort. À Montréal, un groupe de jeunes filles sur le spectre de l'autisme ont formé un band de musique. Jade! Peekaboo! Who came up with the name Fireball Rainbow? Sophie and you? Did you both come up with the name? Yeah. One of you wanted Fireball and one of you wanted Rainbow. So we decided to make it Fireball Rainbow. Fireball Rainbow. 1, 2. Fireball Rainbow, that's the name of our band. Certaines d'entre elles sont peu verbales, Fireball Rainbow, that's the name. mais, micro en main, les mots sont libérés et elles chantent. Fireball Rainbow, the all-girl cool band. Very nice. Catherine first. Catherine, ton tour. 1, 2, 3. Go! Plus fort, Catherine. Fort. Bravo. I don't like when someone pushes me out. I don't like when someone says to go in timeout. I don't like when someone hurts my pets. Wow, that was very nice. Jade, what did you hear from Sophie? What did she not like? Sophie, start like this. Sophie doesn't like. When someone says to go to timeout. True. So say that one more time. Sophie doesn't like. Sophie doesn't like when someone says to put somebody in timeout. Okay. Autism comes in many different forms, and there's probably not one size fits all and a big range. Big, this is why it's a spectrum, and possibly many different causes and different phenotypes. But this is possibly one interesting contribution to that understanding. That is, the perceptual analysis of the world is not properly aligned. The contribution of rhythmic information to learning, it obviously helps you structure auditory signals. It gives you chunks. So if you have very rhythmic information, it segments the signal for you. There we go. Yeah, and a temporal organization of information so that you can maybe making the next steps of processing easier. That's good. If you look at the brain when you're active in music, you're using almost the entire brain. These little flashes of strength come out.
client would have exceeded, let's say, a parent's expectation, a doctor's expectation. A one, a two, a 1, 2, 3, go. My favorite song is Five Green and Speckled Frogs because it's a story about 5 little frogs. My favorite song is Five Green and Speckled Frogs because they jump in the pool. My favorite song is Five Green and Speckled Frogs because frogs like to eat flies. Very nice. I loved that. Now it's my turn. You know why I love that? Because she said everything about that song. She said it clearly. And she knew everything she wanted to say. It came out like butter. Nice job, Jade. Si tu chantes avec eux, alors ils vont s'améliorer. Par rapport, oui, si tu peux chanter avec eux, alors que ça ne se produit pas pour la parole. Donc, il y aurait quelque chose de très spécial par rapport à la synchronisation avec l'autre qui fait, et dans les thérapies, généralement, le thérapeute qui va chanter avec le patient ou va le faire chanter, il va se synchroniser. OK, on va couper. Voilà. Donc, merci. Merci. Donc, juste pour conclure, c'était le docteur David Popo, qui est un neuropsychologue de l'Université de New York, un laboratoire donc, sur la cognition et l'information Auditory Cognitive Research. Et l'autre, c'était Isabelle Peretz, donc, qui est cofondatrice du Brahms à l'Université de Montréal. Et voilà, donc, c'est tout. Merci, merci. Donc, merci à nos tables rondiers, comme on dit parfois. Je vais faire un peu, je vais rebondir sur, non pas sur Isabelle, mais sur ce qu'Isabelle a dit, qui nous interpelle, ou en tout cas qui m'interpelle, parce que je voudrais que, ça ne veut pas dire que la question que je pose, vous êtes obligés de tous y répondre, mais je pense que je mets ça sur la table ronde, imaginaire. Où est-ce que se situe pour vous le site, entre guillemets, de l'intersectorialité? Est-ce que, puis l'exemple d'Isabelle est bon dans la mesure où elle dit, ben moi je suis lacunaire en sciences, pensais-je, donc je fais de les arts, mais je m'associe avec je fais du cross-sector, puis je m'associe avec un autre secteur pour pouvoir produire ou faire un nouveau produit qui soit ni l'un ni l'autre, mais une combinaison des deux. On peut penser que ça, c'est un modèle, puis il y a d'autres modèles où peut-être, si je comprends bien, chez Walter, il faudrait que j'en parle avec lui plus en profondeur, mais où l'intersectorialité aussi, elle est située dans le site du chercheur lui-même, des chercheurs qui sont peut-être plus intersectoriels que d'autres. Ça ne veut pas dire que c'est mieux que d'autres, mais j'aimerais peut-être qu'on essaie de se pencher là-dessus comme question, parce que celui ou celle qui n'est pas intersectoriel ou qui a des visées intersectorielles, mais qui n'a pas de formation bisectorielle ou multisectorielle, peut avoir certaines difficultés à opérer sans avoir l'aide, justement, d'un collègue ou une collègue ou un collaborateur, collaboratrice de l'autre secteur. Alors, comment vous vous situez là-dessus? Oui. Comment vous vous situez par rapport à ça? Ben, toi, tu l'as quasiment dit, là, mais quand même, ce serait le fun peut-être que tu continues. OK, merci. On va continuer. En fait, au départ, en termes d'intersectorialité universitaire, moi, ma première fenêtre sur le monde, ça a été vraiment le Brahms et Isabelle Peretz. Donc, lui ma demande de projet documentaire, qui m'a donné des conseils, qui m'a mis en contact avec certains chercheurs. J'ai filmé au Brahms. Puis en fait, ça fait presque 3 ans et demi que je tourne. Puis mon plus grand deuil en ce moment, c'est qu'il y a tellement de choses que j'ai filmées qui ne seront jamais dans le film parce que il faut se limiter 52 minutes puis 78 minutes. Mais si ça vous intéresse, j'ai filmé en Europe, aux États-Unis, ici. Et puis, en fait, avec ce film documentaire-là, en termes d'intersectorialité, bon, premièrement, je voulais m'assurer que je ne disais pas n'importe quoi parce que je suis totalement consciente que je ne suis pas une neuropsy ni une neuroscientifique, puis que j'ai écoulé mes maths. Non, c'est une blague. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'assure tout le temps que les contenus sont des contenus qui, sur le plan
académiques, scientifiques sont des vrais contenus, puis que ce n'est pas juste des trucs un peu sensationnalistes, ce qui ne m'intéresse pas. Et puis, d'autre part, c'est que effectivement, tout le long, j'essaie de m'associer avec des chercheurs, des professeurs qui peuvent me conseiller, mais par ailleurs, étant donné que je suis sincèrement, profondément une documentariste, j'adore les gens, j'adore aller filmer sur le terrain, donc des gens réels comme les enfants autistes, mais j'ai beaucoup de personnages dans ce film-là, donc ça, ce n'est qu'un petit volet. D'ailleurs, le film s'appelle pour le moment Le cerveau musical, donc c'est vraiment tout ce qui est lié au cerveau et à la musique, puis comment la musique peut justement, comme nous disait monsieur ce matin, transformer notre brain, pardon, transformer notre cerveau et améliorer certaines conditions. Les Parkinsoniens, j'en ai filmé également, mais ils ne seront pas dans la version finale. Et puis, en fait, moi, ce qui m'intéressait avec ce film-là, c'était justement d'amener des gens normaux ou ordinaires à des scientifiques, puis d'amener les scientifiques vers des cas cliniques. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de silos, mais moi, comme documentariste, ce que j'adore de mon métier, c'est que je peux frapper à n'importe quelle porte. Les gens peuvent dire non, mais je peux y aller. Donc, ce que là, nous, on essaie de faire ici, à l'Université de Montréal, que je trouve extraordinaire, bien, comme documentariste, c'est ce qui a nourri ma pratique depuis les tout débuts. Donc, mon autre film précédent portait aussi sur les neurosciences. Et là, j'examinais, ça c'est une production de l'ENF, l'effet de la prière et de la méditation sur les ondes cérébrales. Donc, je pense que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Oui, c'est un début de réponse pour le groupe, là. Qu'est-ce que d'autres personnes ont des choses à dire? Puisqu'on parle du Brahms, je peux continuer. Oui. Je pense qu'il y a un grand enjeu. La question que vous posez est très intéressante pour deux raisons. Tout d'abord parce que personne d'entre nous a été, même dans une génération plus jeune, nécessairement formé à la transsectorialité. À l'époque, on parlait d'être multidisciplinaire. En ayant passé pas mal d'années en Europe, on parlait que la multidisciplinarité était toujours, disons, très mise en avance, aussi dans le moment dans lequel on voulait faire des demandes de subventions. Donc, si on avait un team qui était multidisciplinaire, on avait beaucoup plus de chances aussi d'avoir des financements vers un projet. Ensuite, ça s'est transformé vers ce qui est la transsectorialité, un terme que j'ai appris quand je suis arrivé ici au Québec, ça fait 1 an. Évidemment, ce n'est pas que dans la multisectorialité, c'est d'essayer de mettre ensemble des personnes qui viennent des domaines qui sont complètement différents, mais qui doivent arriver à trouver un terrain commun et des discussions, une terminologie commune, des méthodes communes pour répondre à une question qui est commune aussi. Ce qui n'est pas toujours facile. Parfois, c'est effectivement quelque chose qui peut amener à des enjeux, et parfois, ça peut même interrompre une collaboration ou un projet. Donc, je reviens un peu à votre question. Le premier point, c'est de dire, est-ce qu'on arrive à trouver cette compétence à l'intérieur du même laboratoire? Bon, c'est sûr que dans le cas d'un laboratoire comme le Brahms, c'est le cas. Effectivement, il y a des gens qui font plus de transsectorialité du multidisciplinaire que les autres. Donc, d'une certaine manière, on peut piger, entre guillemets, dans cette bassin de compétences, effectivement, favoriser la collaboration pour arriver à un projet final. Moi, j'ai l'impression que quand on parle de transsectorialité ici, par contre, ça c'est le deuxième point, on a besoin vraiment de créer des ponts encore plus lointains, en dehors de notre propre laboratoire. Chacun d'entre nous, enfin, même ceux qui, avec une formation très spécialisée dans un domaine, chacun d'entre nous n'est pas une île. Donc, on doit vraiment essayer de créer des ponts pour résoudre des questions complexes pour lesquelles nous, on n'a pas les compétences. Donc, d'une certaine façon, il y a un certain degré d'humilité, je pense, pour chacun d'entre nous, même si on est expert dans notre niche particulière, pour dire on va chercher une collaboration à l'extérieur, dans différents contextes, pour atteindre un objectif commun. Et là, c'est plus compliqué, je trouve, parce qu'évidemment, à l'intérieur d'un laboratoire, il y a un degré de connaissance entre les individus, on peut le faire. Quand on doit faire le saut vers d'autres secteurs qui sont peu connus pour nous, c'est plus challenging à ce moment-là. J'ai une petite question. Est-ce que sectoriel et intersectoriel ont le même sens? Juste pour qu'on puisse... C'est toi qui as amené le...
Oui, ben, en réalité, j'aimerais que Mirella, notre conseillère pédagogique, soit ici parce que c'était le sujet de sa thèse. Il y a des différences sur lesquelles je ne suis pas en mesure vraiment d'élaborer avec pertinence. Mais non, interdisciplinarité, multisectorialité, multidisciplinarité, il y a plein de nuances. Moi, ce que je vois, en fait, en préparant mon intervention à la table ronde, moi, je me suis intéressé à l'origine. J'ai demandé à Mirella, rencontre les équipes, fais-leur raconter l'histoire. Puis en réalité, dans la plupart des cas, l'histoire était déjà préexistante. Je dirais qu'il y a peut-être déjà, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir que dans 3 des 4 projets, il y a la faculté d'aménagement ou l'école de design. Enfin, il y a peut-être des programmes ou des écoles ou des... En fait, puis il y en a 2 qui sont en anthropologie, donc je ne peux pas m'empêcher de voir que 3 sur 4, 2 sur 4, il y a peut-être des départements, des unités qui sont davantage intersectorielles. Le premier cas, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait une collaboration déjà établie entre aménagement, entre une chercheure de la faculté d'aménagement et une autre en anthropologie. Et là, l'appel à projet a été un peu la bougie d'allumage, c'est-à-dire qu'ils ne travaillaient pas directement sur le projet présenté, mais ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils pourraient présenter. Donc, ils se sont orientés vers quelque chose de pertinent socialement qu'ils ont proposé, puis qui pourrait éventuellement devenir un sujet de recherche aussi, je pense. Donc, moi, ce que je vois là, et on en a, évidemment, on a des personnalités qui sont davantage intersectorielles, qui ramènent beaucoup de gens de différents départements ou différentes unités autour d'eux. Mais ce qui m'apparaît, c'est que ça se bâtit habituellement sur une collaboration existante, un dialogue, c'est-à-dire que pour bâtir, oui, on peut collaborer pour un projet de recherche, mais il faut qu'il y ait une connaissance préalable, peut-être même presque une collaboration préalable pour que ça puisse naître. Et j'aimais beaucoup ce que vous disiez en termes de dire déjà partager une compréhension, un vocabulaire. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Ce que je voulais rapporter aussi dans l'intervention que tu avais faite avant, même en te présentant, c'est comment l'enseignement est important dans l'apprentissage aussi de cette inter- ou multisectorialité. Mettons qu'on s'entend pour dire que la collaboration entre les différents grands secteurs, là, des sciences de la santé, sciences pures et génie, arts et sciences sociales. Mais je pense aussi que l'intersectorialité sort aussi, pas juste des collaborations existantes, mais aussi des besoins de la société, l'observation aussi des problématiques sociétaires. Puis, tu en as donné un exemple en enseignement qui est, par exemple, à mon avis, le micro-programme sur la fin de la vie. Ça, c'est un besoin éminemment sociétaire, c'est-à-dire qu'on est rendu là au niveau de la société, puis on peut facilement mettre à contribution des gens de différents secteurs, même qui ne se sont pas nécessairement parlé avant, mais qui ont une connaissance en droit, qui ont une connaissance en euro, etc., qui vont ensemble, avec toute leur expertise, pouvoir offrir une formation qui est nécessaire maintenant au niveau de la société. Donc, moi, je pense que ça vient des deux aussi. Bonnie, maintenant? J'aurais peut-être un exemple. Ce n'est pas le projet Audace, parce que nous autres, on avait un groupe d'intérêt, puis finalement, lors une de nos réunions, on a décidé, il y a le programme Audace, qui veut l'idée ça, puis personne ne voulait le faire parce que c'est un programme un peu difficile, surtout le premier appel. Puis finalement, Sylvie et moi, on s'est levé la main, puis on a fait ça. Mais un autre projet, pour rejoindre ton point, c'est qu'on a un projet qui porte sur le vêtement comme déterminant de la participation sociale chez les personnes ayant une déficience physique. Alors, on pensait en réadapte qu'on pouvait faire ça, les ergots travaillent sur l'habillement, etc. Moi, j'avais un intérêt avec un rehab mall. On avait un gros projet avec Alexis Neon, le centre commercial. Puis, je voyais que c'était important comment on était s'habiller, puis comment c'était important de trouver facilement les vêtements qui faisaient chaque personne. Alors, on a monté une équipe, puis oh là là, il fallait trouver les personnes dans l'industrie. Alors, on a trouvé quelqu'un en Vestec Pro là, qui travaille en textile. Alors, c'était une recherche par l'Internet. J'avais assisté à un congrès sur les textiles. J'ai trouvé un ingénieur qui travaille dans un cégep, puis un chaire en textile. Mettre tout ce monde-là ensemble là, pour avoir l'expertise. Puis on se rend compte, on avait oublié tous les designers, les gens qui vont créer ces vêtements-là. Puis on fait d'autres focus groups, des groupes de discussion avec eux.
ça devient boule de neige, mais on sait maintenant qu'on n'a pas parlé avec tout le monde qui aurait eu une expertise pour aller, pour mener à bien ce projet-là. Alors, est-ce que l'université pourrait nous aider à trouver les bons partenaires? Mais juste parce qu'on trouve quelqu'un, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir du plaisir à collaborer avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là va avoir la même vision? Est-ce qu'on va parler le même langage? C'est tous les enjeux qui ont été élaborés, même ce matin. Moi, j'ai un point à rejoindre. Maintenant qu'on a établi qu'on est tous des fraudes, on peut parler sincèrement avec l'autre. Le point de départ est très différent pour chaque personne qui est assise à cette table. Donc, Simone, excuse-moi, il est directeur d'un centre de recherche. Donc, il a une infrastructure, une équipe de chercheurs, etc., qui ont des profils diversifiés. Je connais moins votre profil, mais ce que j'ai vu, c'est un ensemble, une infrastructure qui est déjà très établie. Mais pour des chercheurs qui commencent leur parcours vers une orientation intersectorielle, le sens de ce terme est très différent pour eux autres, parce que c'est un terme qui provient de l'université, qui est là pour susciter un certain type d'appui pour passer à la prochaine étape. Et alors, pour moi, personnellement, et je ne sais pas comment ça marche nécessairement dans un centre de recherche, parce que pour le moment, on a un petit laboratoire de recherche, mais il y avait une époque où on avait une question de recherche. Et c'est comme ça c'est le cas pour moi. Je me suis réveillé un jour, j'ai une question de recherche. C'est quoi l'impact de ce type de contenu sur mes enfants? Et la question de recherche m'amène à vouloir trouver des personnes qui ont les compétences nécessaires pour pouvoir répondre à cette question. Alors, je n'avais pas une infrastructure en place qui me permettait d'avancer sur cette question. Et alors, pour répondre à Bonnie, c'est ça, merci. Ce qui arrive dans notre cas, c'est qu'il y a nécessairement un moment où on se trouve dans une chose qu'on a déjà parlé avec Julie, dans une zone d'inconfort, c'est ça le mot qu'on avait dit? Une zone où on amène notre recherche jusqu'au point qu'on peut le faire nous-mêmes et on essaie de trouver un partenaire. Et cette démarche de trouver un partenaire sans aucun autre appui institutionnel, on n'a pas une personne qui nous fait le pont avec cette autre personne. C'est un défi, et c'est un défi qui est assez intéressant d'après moi, parce qu'il faut se présenter, il faut montrer notre projet. On a une inquiétude énorme. Est-ce qu'on est en train de présenter un projet qui va être ridiculisé par l'autre personne qui est dans les sciences? Et alors, il y a un échange qui commence à établir un vocabulaire, un langage en commun, etc., etc. Et pour moi, la notion d'intersectorialité, c'est une notion qui a son sens dans ce moment d'échange. Une entente que deux parties ont, qui sont de deux champs différents, qui ne se comprennent pas nécessairement à 100%, mais mettons à 50%, mais on se dit, on est game de le faire. Et dans la mesure où c'était possible, dans mon cas, de poursuivre ce type de relation avec le laboratoire NED, qui est à Saint-Justine, très loin de notre champ de recherche, j'étais très content de pouvoir m'appuyer sur une entente préexistante qui provenait de l'université pour dire qu'il y a un appui pour ce type de recherche. Et maintenant, c'est une recherche qu'on peut avancer là-dessus. Mais je n'avais pas un cadre de chercheurs d'autres champs sur lequel m'appuyer à ce moment-là. Donc, moi c'est pour ça que je dis que je suis un cobaye. Je suis un exemple d'une personne qui n'a pas ces ressources, mais qui a quand même réussi à trouver un partenaire, mais en utilisant cet moyen, intersectorialité. C'est un terme, c'est peut-être un buzzword, c'est un terme qu'on utilise dans un certain contexte institutionnel, mais qui a servi son objectif dans ce cas très particulier. Isabelle? Oui. En fait, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que pour moi, tant du point de vue de la recherche que de la création, je pense que quand on se réunit autour d'une question, d'un problème à régler, d'un objectif de recherche ou de création,
là, à ce moment-là, les collaborations deviennent beaucoup plus faciles à arrimer parce que moi, j'ai une pensée peut-être simpliste ou minimaliste, mais c'est on a un problème, il y a un gros trou dans la terre, on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce qu'on se fait attaquer par quelque chose de... Je suis scénariste, hein, donc est-ce qu'on se fait attaquer par une espèce de bibite inconnue, invisible ou quoi? Alors là, je vais aller voir quelqu'un qui connaît les matériaux, la Terre, la planète. Après ça, je vais aller me chercher un autre coéquipier. Moi, je vois ça de manière quand même assez coopérative, collaborative, puis de se servir de l'intelligence puis des compétences des autres. Et justement, nous sommes tous très, très ignorants. Puis en fait, plus on a étudié, plus on sait à quel point on ne sait rien. Donc, c'est dans cet esprit-là, moi, que je trouve ça absolument extraordinaire d'aller vers quelqu'un puis de dire, toi, tu peux peut-être m'aider à résoudre ce problème-là. Puis je pense que, enfin, moi, l'université m'intéresse pour ça. Puis tant avec mes étudiants, quand ils font de création, je dis, qu'est-ce que tu as envie? C'est quoi le problème que tu as envie d'aborder avec ça? Voilà, donc c'est ça. Bonnie? Pour enchaîner avec ça, tu as parlé des étudiants, là, mais moi, je trouve que ce que je dis à mes étudiants, c'est d'assister à toutes les activités de réseautage que vous pouvez assister. Là. Vous allez juste en prenant un verre de vin, en mangeant un biscuit ensemble avec quelqu'un d'autre, on parle, puis ah, tu as un intérêt pour ça. Alors, c'est vraiment, pendant ces activités de réseautage aujourd'hui, j'ai déjà spoté plusieurs personnes oui. avec qui j'aimerais discuter. C'est dire à vos étudiants, assister à toutes sortes de choses, même si ce n'est pas dans votre domaine, votre secteur, ça peut vous amener très loin, puis allumer quelque chose, puis trouver un autre un partenaire, et ça peut aller très loin. J'aurais peut-être une autre question maintenant à mettre sur la table. Elle est double. Les deux choses vont pas ensemble, quoique. Peut-être provocateur un peu, mais pas nécessairement, et peut-être idiote, je ne sais pas. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des, je ne dirais pas secteurs, il y a des disciplines, appelons ça comme ça, il y a des disciplines moins intersectorialitogènes que d'autres? Et si les disciplines où il y a un élément pratico-pratique, mettons-le comme ça peut être bien des choses, sont plus intersectorialitogènes, générateurs de possibilités de recherche intersectorielle. Est-ce qu'il y a des disciplines où c'est pas évident, puis d'autres, ça l'est plus? Et est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y ait une dimension ou quand il y a une dimension pratico-pratique, c'est peut-être plus simple. Quand je dis pratico-pratique, ça peut être faire un film, faire une opération sur une table chirurgicale, donner leur chance à des patients atteints d'Alzheimer, etc., etc. Donc, c'est une question, je pense, qui vaut la peine d'être posée, surtout par des gens comme nous, mettons, et comme la plupart de ceux qui sont autour de nous au laboratoire Cinémédia, ne sommes pas, à part Isabelle au département, qui est un des exemples d'intersectorialité active, où on n'a pas vraiment eu l'occasion de voir beaucoup d'exemples d'intersectorialité. Là, on en a vu 5, 6, les gens ont parlé, il y en a d'autres ici, donc on a un meilleur aperçu. Mais est-ce qu'il y a des secteurs, ou pas des secteurs, des disciplines qui sont plus susceptibles d'eux? Et est-ce que le fait qu'il y ait un aspect pratico-pratique favorise la chose? Voilà. Bien, il y a deux questions là-dedans. Oui, mais je les marie, moi. Moi, je pense qu'il y a des disciplines qui n'ont absolument pas besoin d'autres disciplines. Là. Mais en même temps, si ça les intéresse de venir vers nous pour voir ce qu'on peut peut-être apporter en termes d'imagination, mais sincèrement, c'est sûr que l'intersectorialité, ça a ses limites aussi. Là. C'est un chirurgien cardiaque, je ne pense pas qu'il va avoir besoin de... Ah, non, OK. Non. J'allais dire... C'est un terrain glissant. J'ai mis un terrain glissant. La terre va s'ouvrir, puis on va s'y engouffrer. Il y a un cœur qui bat dans le fond, Non, mais faut parce que l'opérer. tout le monde est à la recherche des solutions, exactement comme tu l'as dit. Là. Puis les gens qui travaillent en santé, n'ayez pas peur de ces gens-là, parce qu'on traite une personne, on essaie de trouver des solutions pour cette personne-là dans son environnement. C'est déjà très complexe. Ça prend l'intersectorialité pour résoudre des problèmes complexes. Là, c'est comme... Moi, je peux vous trouver des partenaires, des collaborateurs en santé, si vous voulez. Là, j'ai déjà plein d'idées. Là. C'est comme... En santé, on traite la personne dans sa globalité. Peut-être on pense à plein de choses dans les différents secteurs, mais venez nous voir. Là, on va venir vous voir. Là,
Je ne suis pas d'accord avec toi. Parfait, c'est bon ça. Permettre de me contredire moi-même, parce que bien que j'ai mentionné quelque chose qui laissait l'impression du contraire, finalement, moi, je pense que c'est peut-être une question de personnalité, peut-être une question aussi de stade de développement de carrière plutôt que de discipline particulière. Si je me rapporte à mon propre exemple, et c'est peut-être lié au besoin de s'établir en tant que professeur-chercheur. On commence par, évidemment, faire des recherches qui sont en étroite ligne avec notre spécialisation doctorale. En fait, de toute façon, la carrière professorale l'a vu, les demandes de subventions. Et si je regarde mon propre cas, je commence, après une douzaine d'années de carrière, à élargir, puis de dire, ah oui, ça serait intéressant de travailler avec des gens de Polytechnique, des gens d'intelligence artificielle, des gens de recherche-création. Et je commence à voir l'apprentissage partout. Je vois l'apprentissage dans les neurosciences, je vois l'apprentissage évidemment en psycho, je vois l'apprentissage en santé. Donc, je me demande s'il n'y a pas une question pas de discipline, mais peut-être d'état. Peut-être que certains arrivent déjà en début de carrière avec une ouverture, très large, très intersectorielle, mais enfin. Juste la parole à Bonnie, qui va probablement une deuxième fois s'opposer. Oui, non, j'avais la même hypothèse que vous, là, quand on assistait à cette grande messe, là, Audace, je dis, ça va être juste les vieux et vieilles personnes comme moi, là, qui justement... Alors, j'avais l'hypothèse comme chercheur. Quand je suis rentrée là, c'était que des jeunes. Je dis, comment ils font ça? Comment ils peuvent se permettre de faire ça? Alors, le moyen âge était de peut-être 35 ans, là, vraiment en bas de 40. J'étais étonnée. Puis, il y avait cette créativité. C'était impressionnant. C'était encourageant d'avoir les jeunes qui voulaient faire de l'intersectorialité. Alors. Simone? Moi, je pense que je partage tout à fait votre avis. Je ne pense pas que c'est vraiment un problème des disciplines. Peut-être qu'historiquement, il y a des disciplines qui sont un peu plus fermées que d'autres, qui sont plus autosuffisantes, qui pensent être autosuffisantes, mais qui en réalité, le cas de la santé, c'est un cas, je trouve, plutôt flagrant dans lequel c'est très ouvert vers l'intersectorialité, de plus en plus, c'est le futur. Ensuite, je mets un petit bémol sur la question de je dirais pourquoi il faut qu'il y ait auprès d'un chercheur, d'une discipline, la question quelle est la valeur ajoutée d'être intersectoriel? Qu'est-ce que ça nous amène de plus de faire dans la recherche, dans notre laboratoire, en facilitant certaines tâches, parce qu'être transsectoriel, ça veut dire aussi, d'une certaine manière, sortir de la zone de confort. Donc, on est toujours plus confortable chez nous que d'ailleurs d'aller chercher ailleurs. Et la réponse est plutôt facile au moment où on a des questions auxquelles on ne peut pas répondre tout seul. Lorsqu'on n'a pas de réponses auxquelles on ne peut pas répondre tout seul, et ce sont les questions qui sont les plus intéressantes souvent, qui impliquent exactement d'autres expertises, là, ça veut dire qu'on est prêt, d'une certaine manière, à sortir de notre situation de confort et faire le pas vers la transsectorialité. Et je trouve que chaque discipline, même les disciplines qui sont le plus ancrées dans un passé théorique, dans des a priori, je dirais, théoriques très forts, elles peuvent être ouvertes vers ça. Donc, je suis plutôt de l'avis que chaque discipline peut l'être. Ensuite, les chercheurs individuels peuvent varier de l'un à l'autre. Il y a des chercheurs qui sont plus confortables dans leur propre, dans leur propre situation de confort et d'autres qui ne le sont pas. On va peut-être demander à la salle de participer maintenant. Oui, à l'arrière. Il y avait la jeune il y a un micro. Vous avez déjà le micro. Elle a le micro ici. Madame d'abord. Sois poli. Allez-y. Mais en réalité, Simone a dit exactement ce que je voulais dire. Mon nom est Simona Brambati, je suis en neurosciences de langage. À cause du prénom. Hein. Mais en fait, moi, je pense comme Simone, il n'y a pas de discipline intersectorielle. Il y a des questions de recherche qui ont besoin d'une approche intersectorielle pour avoir une réponse. Je pense qu'il n'y a pas de discipline plus proche, c'est qu'il y en a qui c'est plus facile de mettre ensemble parce qu'ils ont un langage un petit peu plus similaire et donc c'est plus facile, mais ça dépend tout de la question des recherches qu'on pose. Plus on la complexifie, plus on a besoin des approches différentes. Je pense que c'est un peu dangereux de dire... c'est le fait de penser qu'une discipline soit moins multidisciplinaire, ça peut pénaliser l'interaction et un petit peu enlever de créativité dans comment on se pose des questions de recherche. Donc, c'est mieux penser que toutes les disciplines sont potentiellement interdisciplinaires et ça dépend de la créativité des chercheurs, les mettre ensemble. Et moi, j'avais
si je peux faire poser une question. Mais moi, en fait, comme professeur, je me posais une question dans le sens que notre génération, là, elle a appris à travailler ensemble, plus en modalité collaboration. Quand on a une question de recherche qui a besoin d'intersectoriel, on va chercher une collaboration, une expertise qui peut nous aider à répondre à notre question, en sachant qu'on ne va pas devenir expert dans l'autre discipline, on va chercher l'expertise à côté. Comme professeur qui essaie de grandir la nouvelle génération de chercheurs, moi, je me demande quelle est l'approche qu'on devrait utiliser avec nos étudiants. Quand on propose un projet multidisciplinaire, interdisciplinaire, est-ce qu'on doit demander à nos étudiants d'avoir une formation qui les permet d'être ce pont entre les deux disciplines avec un profil unique, où on doit continuer un peu notre approche de les rendre experts dans la discipline principale où ils sont attachés pour un attachement universitaire. Je pense, juste pour faire un exemple, je fais un projet en psychologie informatique pour le langage. Est-ce que je dois porter mon étudiant à être bon en psycho et aller chercher ce qu'il a besoin en informatique? On doit vraiment créer une nouvelle génération intersectorielle avec un profil un peu combiné. Parce que dans ce cas-là, c'est tout un défi aussi pour l'université pédagogique et aussi pour l'université accepter de nouveaux profils. On peut se détacher des étiquettes d'un doctorat en psycho, d'un doctorat en informatique pour voir juste la valeur de la nouvelle génération. Désolée. On va passer le micro à monsieur derrière. S'il vous plaît. Merci. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que disait Simona à l'instant. Et je pense que pour revenir à la question qui a été posée, je pense que la réponse, en tout cas pour moi, elle est oui. Il y a des domaines où ça va être plus délicat ou plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Mais je pense que si on continue la pensée pour voir où est-ce que ça va nous mener, ça va nous mener vers la question de les limites de l'intersectorialité, parce que je pense que là où il y a un problème, c'est quand l'intersectorialité ou la transsectorialité, quand c'est trop top-down, dans le sens où quand c'est imposé, parce que c'est ça que tout le monde doit faire, là, ça se fait aux dépens de la recherche qu'on peut appeler unisectorielle, et je pense qu'il ne faut pas oublier la recherche unisectorielle. Il y a des questions qui sont urgentes, qui sont importantes, qu'on devrait traiter au sein même du domaine avec l'expertise du domaine, et ce n'est pas nécessaire d'aller chercher l'intersectorialité. Donc je pense qu'il serait utile, c'est de favoriser le terrain pour que ceux qui veulent et ceux qui en ont envie, et puis les domaines où c'est vraiment propice, qu'on puisse facilement le faire, sans que ça devienne aujourd'hui, si je veux obtenir un grand financement, il faut absolument que je trouve une façon de rajouter quelqu'un de SC ou de santé ou de NT dans mon projet pour que ça puisse faire les trois. Et comme ça, je vais avoir un vrai projet intersectoriel, même si à la limite, ça m'intéresse moins, ou alors si je n'ai pas besoin de ça pour répondre à ma question. Donc je pense qu'il y a une différence entre le bottom-up, des personnes qui ont une culture et un intérêt, puis une question qui a besoin de cette intersectorialité, puis le fait de faire un top-down, que ce soit de l'université d'ailleurs, ou des organismes subventionnaires qui disent aujourd'hui c'est ça qu'on veut faire. Je pense qu'il y a un risque de dérive. Donc il faut que pour certaines questions, qu'on puisse continuer à financer la recherche unisectorielle, parce qu'il y a des questions où on peut très bien répondre avec, et peut-être mieux que d'aller éparpiller son énergie. Puis il y a d'autres où c'est très bien de le cultiver. Puis pour terminer rapidement, comme Simona aussi, sur le point de la formation, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de très, très important. Là, on est en train de lancer un nouveau regroupement qui s'appelle UNIC, qui fait l'interface entre neurosciences et intelligence artificielle. Et l'idée, et là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, l'idée qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'il y aura des bourses pour des thèses et des post-doctorants qui seraient co-supervisés par quelqu'un avec une expertise en IA, en intelligence artificielle, et une autre personne qui est en neurosciences, en orientation de neurosciences. On s'entend, c'est large, puis il y a un peu une zone grise entre les deux. Mais je pense que ça, on ne va pas aller nécessairement vers des formations de personnes qui sont... Parce qu'en fait, je pense que l'analogie, ça serait bilingue versus quelqu'un qui parle très bien une langue maternelle, plus il maîtrise 2 autres langues. Je pense que c'est plus ça le modèle. Il y aura des gens bilingues, il y en a des gens bilingues, c'est merveilleux, puis il y aura des scientifiques ou des chercheurs, ou des professionnels qui sont capables de passer d'un secteur à l'autre comme quelqu'un qui est bilingue. Ça va être rare, et puis il y en aura peut-être un peu plus de ça, mais je pense que ça marcherait aussi bien, voire peut-être même mieux, de bien maîtriser une langue et de parler une langue comme une langue maternelle, puis de maîtriser une ou deux d'en plus, vraiment bien être fluent dans les autres langues, ça marche aussi très très bien. Donc je pense qu'il faut peut-être réfléchir à ce modèle-là aussi pour la formation. Merci.
Donc, madame ici. Je peux prendre l'opportunité de Ah, répondre. qui? J'aimerais juste répondre Vas-y. simplement, parce que je suis entièrement d'accord qu'il y a un élément qu'on va mettre entre guillemets opportuniste, d'essayer d'élaborer des projets intersectoriels parce que ça rentre dans telle et telle subvention. Et pour moi, le parcours idéal, comme je l'avais décrit tout à l'heure, ça commence avec une question de recherche que logiquement t'amène vers un autre secteur de recherche. Et là, il y a une certaine cohérence avec la démarche. La seule chose que je me pose comme question, est-ce qu'il n'y a pas de questions qu'on peut poser uniquement si on rentre dans une obligation dès le départ de travailler avec un autre secteur et dans cet espace de partage d'informations, une question de recherche émerge qu'on ne peut pas voir dehors de cette structure indisciplinaire, intersectorielle. Et donc, c'est un enjeu assez compliqué, d'après moi. Merci. Il y avait une question là, et Julie, ou Julie avant, comme tu veux. Ben non, tu veux la... OK. J'aurais l'air... Mais il y avait une question là, non? Qui? Ben oui, allez-y. Bonjour, mon nom est Marie Thériault, je suis professeure en sciences de l'éducation au département de psychopédagogie et d'andragogie. Je suis vraiment d'accord avec ce qui vient d'être exprimé par rapport à l'intersectorialité. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a peut-être des domaines où, qui peuvent être oubliés dans cette question d'intersectorialité-là. Et comme l'intersectorialité repose beaucoup sur la question des neurosciences, par exemple, il m'était apparu important de développer chez mes étudiants en sciences de l'éducation un sentiment de compétence relativement à ces questions de la neuroscience, de la neuroéducation, de la neuropédagogie, etc. Alors, grâce un peu à des connaissances que j'avais par mes études antérieures, mais aussi par des lectures que j'avais faites, j'ai organisé un séminaire. Et puis, mon postulat était celui de dire il n'est pas normal qu'en sciences de l'éducation, les étudiants ne développent pas un sentiment de compétence par rapport à la neuroscience. Et nous allons travailler à partir de vos intérêts, qui sont fort divers, comme professionnels en exercice, à transposer ces préoccupations-là sur le plan neuroscientifique à partir de toutes sortes de recherches, entre autres au niveau de la bibliothèque, etc. Et j'étais moi-même très surprise du résultat, très heureuse du résultat. Nous venons de terminer notre séminaire et puis nous avons fait un bilan et j'ai reposé la question et mes étudiants m'ont dit oui, on a développé un excellent sentiment de compétence uniquement en s'approchant de la discipline, en l'approfondissant par des textes scientifiques, en mettant en commun et en poursuivant, si vous voulez, notre formation dans ce domaine-là. Et quand j'ai vu que nous étions invités dans le cadre de ce contexte-là, bien qu'il y avait la question du rythme, mais Bruno a bien expliqué ce que c'est que le rythme dans le monde de l'éducation, je me suis dit que c'était une excellente initiative et puis que j'en participerais. Alors, je voulais remercier les organisatrices, les organisateurs, ainsi que notre conférencier de ce matin pour tout l'enrichissement que ça peut apporter à des gens qui sont dans le domaine des sciences de l'éducation. Alors, merci. Merci beaucoup. À toi, Julie. Merci beaucoup pour votre commentaire. Puis je vais rebondir dessus pour faire mon commentaire aussi à ce qui a été dit sur la peur que ça devienne trop gros, l'intersectorialité, ou qu'il faut aussi encore conduire la recherche unidisciplinaire. Je pense que tout le monde est d'accord avec ce fait-là. Puis la raison pour laquelle les organismes subventionnaires, pour laquelle un professeur décide éventuellement de se rapprocher de d'autres domaines, c'est qu'il n'existait pas jusqu'à maintenant beaucoup de mécanismes qui permettaient de subventionner facilement quelqu'un qui avait envie de faire l'interdisciplinaire. Donc, il y a eu des programmes comme Audace, les 3 conseils avec le programme de Frontiers, mais ne vous inquiétez pas, si vous regardez sur les
l'échiquier du financement de la recherche, c'est encore vraiment minimal, puis que le reste quand même de la recherche où tu peux choisir tes collaborateurs ou faire de la recherche indépendante. C'est que pour moi, la bonne nouvelle de ce nouveau courant-là, c'est que ça ouvre la porte au niveau des organismes subventionnaires, des institutions, d'où le support aussi de l'Université de Montréal, puis on se reparlera, Madame, parce qu'il y a un nouveau projet aussi de centre cerveau et apprentissage. Mais que le fait que l'université supporte ça, c'est qu'il y avait peu de place avant pour ce type d'approche-là qui a une logique un peu différente de ce qui a été en silo pendant très longtemps. Oui, Bruno. Alors, je vais revenir sur la remarque de monsieur. Oh, et je vais allumer mon micro. J'ai trouvé intéressante votre analogie sur le bilinguisme, le multilinguisme, et je pense que c'est assez porteur. Je pense que ça demande, et j'ai mis aussi votre exemple sur dire on peut avoir un projet où on a une co-tutelle ou une co-direction entre neurosciences et intelligence artificielle, mais sur le plan de l'enseignement, je vais quand même questionner est-ce que c'est suffisant que d'avoir une co-tutelle pour vraiment bâtir l'interdisciplinarité? Je dirais que je vois ça minimalement comme de dire, puis dans les collaborations, ça prend un minimum de langage commun. Donc, je peux être très, très habile dans ma langue maternelle, mais ça demande un degré d'aisance minimum dans la langue seconde ou dans la discipline seconde. Et je dirais de la part non seulement de l'étudiant, mais des formateurs des deux côtés. Donc, ça demande aussi. Alors, c'est un peu l'analogie que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que ça demande à ça de l'étudiant. Puis oui, peut-être qu'il aura une dominante, mais il doit suffisamment parler le langage, par exemple, de l'intelligence artificielle, puis comprendre les choses assez haut niveau pour pouvoir établir une collaboration fructueuse avec des gens du domaine. Mais je pense que ça doit être aussi le cas pour les professeurs qui vont intervenir dans la formation, d'avoir une connaissance suffisante de l'autre domaine. Et en même temps, moi, votre analogie, je la trouve intéressante, mais en même temps, je me dis, s'il y a des problèmes interdisciplinaires qui méritent qu'on fasse de la recherche intersectorielle sur ces problèmes-là, qu'est-ce que ça change dans notre façon d'aborder la formation pour les gens qui vont intervenir face à ces problématiques-là? Donc, on parle encore autour de cette table-ci beaucoup de la dimension recherche, et c'est très bien, mais moi, je questionne aussi comment on peut marier la dimension recherche et enseignement, la dimension enseignement, la dimension recherche dans ces nouvelles problématiques sociales-là. Merci. On m'a soufflé à l'oreille qu'on pouvait autoriser une dernière intervention. Y en aura-t-il une? Un ange passe. Donc, si un ange passe, à toi la parole. Ben non, oui. mais moi, j'ai parlé beaucoup. On ferme la marche, quoi. André, juste pour un petit Oui? mot sur l'intersectorialité, c'est qu'il y a un comité donc, au vice-rectorat à la recherche, l'innovation, la découverte des nouvelles idées, création, co-création. Donc, il y a une initiative qu'on met en place au mois de juin. Ça s'appelle l'École des profs. Ouais. Donc, c'est les profs de l'Université de Montréal qui retournent à l'école le temps d'une journée pour faire des ateliers et justement aller apprendre d'autres professeurs, d'autres disciplines. Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas d'examen d'entrée. Donc, s'il y a des profs, c'est que pour les profs, c'est pas pour les étudiants, désolé. Donc, c'est vraiment des profs qui vont enseigner à d'autres profs. Et voilà, donc on essaye ça pour la première fois. Donc, si ça vous intéresse, surveillez ça. Ça s'appelle l'École des profs. Et c'est le 16, 17 et 18 juin. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une main d'applaudissements pour les participants d'aujourd'hui. Et donc, le mot de la fin. Bien, l'intersectorialité a de l'avenir, a le vent dans les voiles, et l'Université de Montréal, par la voix de sa vice-rectrice associée, donc, nous encourage à aller dans ce sens-là. Les organismes subventionnaires aussi. On va y aller si ça nous intéresse. N'y allons pas si ça ne nous intéresse pas. Mais on voit qu'il y a un intérêt quand même partagé qui est très fort. Et ce que je remarque, c'est que nous, pour cette activité-là qu'on a organisée ensemble avec le vice-rectorat et le labo d'innovation, on a réussi en très peu de temps à générer un intérêt multisectoriel, multidisciplinaire qui est assez époustouflant, je dirais. Donc, je vous avais dit au début, merci d'être venu. J'avais dit qu'on vous avait pris le risque. Nous aussi, on a pris le risque à organiser ça, mais je pense que le risque, c'est un succès. Donc, vivement l'automne. On va continuer à travailler. Merci au docteur
à Chensky. Bon, c'est l'émotion à Chensky. On va continuer à travailler dans la préparation de l'événement d'automne parce qu'il va y avoir une suite. Mais maintenant, on a tous vos noms, vos projets aussi. Donc, on va vous demander aussi de contribuer à la réflexion de cet événement-là qui va avoir lieu à Oui, l'automne. puis la différence, c'est que cette fois-ci, vous n'étiez pas obligé, mais la prochaine, vous allez être obligé. Vous allez être obligé de venir. Fait que merci. Merci beaucoup.